sais que tu m'as vraiment troublée ce matin. Dans ton petit habit, là, t'étais trop sexy. Ça me donnait trop envie de... Mademoiselle Génie, qu'est-ce qui vous prend? Docteur Simès? Oh, je m'excuse. J'ai tellement l'habitude de parler dans mon interphone que j'ai confondu mon téléphone et mon interphone. J'appelais mon mari. Oh, c'est moi. Je me demandais ce qui vous arrivait, là, vous me rassurez quand même. Ah, ben, désolée, ça se reproduira plus. Je t'attendrai ce soir, toute nue. Mademoiselle Génie, vous arrêtez tout de suite, s'il vous plaît. Vous prenez votre téléphone. Vous savez, c'est le truc que vous mettez à l'oreille, là, avec des applis dessus. Pardon, docteur Simès. Pardon, mon gros cochon. Non, je veux dire, docteur Simès, pardon. C'est le cœur des ordres du docteur. Son qu'il me faut, t'aimeras mon seul remède. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre dernière consultation de l'année sur France 2. Comme toujours, je suis accompagné de mon irrésistible assistante, Mademoiselle Génie. Et ce soir encore, nous allons examiner nos prestigieux patients à notre façon, disons, pas toujours très conventionnelle. Alors bien sûr, comme tous les médecins dignes de ce nom, je suis rigoureusement tenu au secret médical. Les invités pourront donc tout me dire. Ça ne sortira pas d'ici. Pour cette dernière série de consultations de l'année, mes patients sont le plus grand des animateurs, mais aussi le plus grand des hypocondriaques, Monsieur Michel Drucker. La star de la série, Alex Hugo, Samuel Le Bihan. Et le duo chic et glamour, Brigitte. Mademoiselle Génie, le premier patient est-il arrivé? Oui, tout à fait. Pardonnez-moi, je vous ai vu tout à l'heure et c'est vous le tonton de Léa Drucker? Oui. Oui, qui a gagné un César, c'est quelque chose, ça? Ben oui. Et vous êtes le maître d'Isia, la petite chienne roumaine, c'est ça? Non, c'est moi qui suis son fils. Ah! Et vous êtes aussi le tonton de Marie Drucker. Oui. La grande journaliste. Voilà. Oui. Et le mari d'Annie Saval, Vous savez une grande tout. comédienne. Vous savez tout. Oui, qui est mariée avec Michel Drucker. Oui. Oui, depuis 47 ans. Docteur Simès? Il y a un monsieur qui est là et je crois que c'est Michel Drucker, mais je ne l'ai pas reconnu. Il a l'air d'avoir 50 ans. Merci. Vous pouvez y aller, monsieur Drucker. Je peux prendre mon chien? Ah, absolument, oui. Bonjour, monsieur. Sur scène. C'est un plaisir que de vous recevoir, monsieur Michel Drucker. Et je suis sûr que ça vous fait plaisir de voir un médecin. Oh là là. Parce que vous savez que vous allez être rassuré ou mais quoi? pas seulement chez le médecin. Faire une prise de sang, aller chez le pharmacien, c'est un bonheur absolu. Ah ouais. Non, en plus, vous le savez, je suis cerné. Ouais, je sais, on va y revenir. Parce que, en fait, vous avez choisi votre appartement Voilà. en fonction des médecins qui étaient autour. Voilà, et Mais, en plus, ouais. c'est là où j'ai débuté en plus, c'est très boire et cognac G. Il y a une clinique en face, il y a un labo, je peux faire un Doppler, il y a 2 pharmacies, tout ça dans un rayon de 300 mètres. Vous savez combien vous avez vu de médecins dans votre vie ou pas? Non, c'est-à-dire qu'il y en a 2 ou 3 par spécialité. Là, récemment, j'en ai ajouté un 2e pour la prostate. Parce que l'examen vous a plu, vous avez voulu le refaire. J'ai été enchanté. Comment vous reconnaissez un bon médecin d'un mauvais médecin? Ah, ça se voit tout de suite, s'il va prendre du temps. Alors, moi, je suis, vous le savez, Michel, fils et frère de médecin, alors j'ai toujours tendance à penser à mon père, qui était pour moi le médecin généraliste quand il y en a plus. On parle de désertification, qu'il n'y a pas assez de médecins dans les campagnes. Lui, c'était un médecin de campagne. Il soignait les ouvriers, il soignait les agriculteurs. Dans la Normandie des années 50, de Balzac et de Maupassant. Donc, moi, j'ai été élevé un vrai médecin généraliste. Donc, à chaque fois que je pense à un bon médecin, je pense à mon père. Qu'est-ce que vous préférez, aller voir un médecin ou présenter dimanche? Allez voir un médecin. Ah, bah oui, c'est ça. Cela dit, j'ai mon divan, moi aussi. J'ai mon canapé. Bah oui. Mon père disait à la fin de sa vie, tellement j'ai dit que je regrettais de ne pas avoir été médecin, il disait, mais mon fils, finalement, il devenait un peu un médecin des âmes. Ouais, On fait un peu de la médecine à la télévision. Ah bah vous êtes un accoucheur même, vous pourriez être un... Vous êtes un accoucheur. Puisque vous parlez du canapé rouge, on va en parler tout de suite. Ah oui, j'adore ça. Michel Drucker, dessiné par Emmanuel Chenu, le canapé rouge chez Michel Lafon. En fait, c'est la bande dessinée de votre émission. Emmanuel Chenu est le dessinateur humoristique, le caricaturiste le plus connu de France, puisqu'il publie dans Ouest France, qui est le plus grand quotidien français. Son papa est un grand historien, je le connais depuis longtemps. Il y a longtemps que je voulais faire venir.
Et là, il dessine maintenant depuis près de 2 saisons, dès le début de l'émission. Et les invités partent avec leurs dessins. Il connaît tous d'eux. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un peu le journal de l'année. Et voilà, ça a donné le canapé rouge. Donc le canapé rouge avec tous les dessins de Chonu chez Michel Lafon. On va ouvrir le dossier médical. Alors d'habitude, je pose des questions assez générales. Vous, je peux y aller déjà un peu plus franco. Numération, formule sanguine, vitesse de sédimentation, la CRP, les transaminases, le cholestérol total, l'HDL, le VLDL, l'hématocrite, tout PSA, PSA, bien évidemment. Surtout si vous y allez 2 fois. On rappelle que le PSA, c'est pour la prostate. Mais il ne faut pas le faire trop souvent parce que ça fait monter le taux de PSA si vous faites chatouiller la prostate un peu trop. Michel. Ah non, mais... Ah si, non, je vous le dis. Et on ne me chatouille pas la prostate comme ça. Moi. Ah oui, non, je sais, mais... Dossier médical. Ah, il y a Mademoiselle Génie. Oups. Voilà, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. C'est le vrai dossier médical. Voilà. Le vrai dossier médical. Oui, vous a tout amené. Voilà. Tenez. C'est vrai. Oh, écoutez, c'est gentil. Voilà. Merci de votre confiance. Ah, regardez, Michel. C'est quand même mon IRM du crâne qui a quelques semaines seulement. La bonne nouvelle, c'est que je viens de regarder, il y a un cerveau. Sur le plan cérébral, ça va pas si mal. Sur le plan cérébral, ça va bien. Ça va pas si mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une échographie Doppler. Oui. C'est pour le cœur. Ouais. Bon, c'est le secret médical. Moi, je peux pas dire tout ce que vous avez. Là, je fais une échographie du cœur 1 à 2 fois par an. Ouais. Et puis les Doppler, le haut et le bas, les artères jusqu'en bas. Enfin, vous savez ça très bien. Ouais. Et ça, c'est mon dernier cas. Voilà. C'est le dernier électrocardiogramme. Regardez. Je le montre, mais très très vite, pour pas qu'on puisse. Hop, s'il y a vu des comme cardiologues, qu'on puisse pas Non, l'interpréter. mais c'est plus séduisant qu'une courbe de 10 maths. Ça, non, Ah non, oui, mais cela dit, ça monte et ça descend quand même. c'est vrai, mais par rapport. chez nous aussi. Hein. Non, pas vous. Est-ce qu'à force de faire des examens médicaux, on vous a trouvé quelque chose? On trouve une anxiété chronique. Voilà. Ouais, mais ça, c'est pas la peine de faire des examens. Ouais, et puis j'ai quelques petites plaques de cholestérol ici et là, mais c'est dû à mon âge. Bah oui. Et encore, vous devez pas en avoir beaucoup avec le sport que vous faites, parce qu'on sait que ça nettoie les artères. Un petit peu. Alors j'essaie de les enlever. Vous angoissez avant les résultats des examens médicaux ou pas? J'arrive comme dans un bar, qu'est-ce qu'on vous sert? Faites-moi le cholestérol. Eh bien, faites-moi le PSA, etc. Et quand je sors du labo, je regarde ça comme si j'avais réussi mes examens. Je suis content quand le cholestérol n'a pas bougé, le LTL, tout ça. Je suis content. Mais je suis aussi content que lorsque je fais une très grosse audience télé. D'où ça vient, cette angoisse permanente? Pas seulement... Alors là, merci mon père. C'est une anxiété, une angoisse qui se reporte sur votre corps, d'où l'hypocondrie. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes angoissé comme ça? C'est nul ne guérit de son enfance. C'est l'enfance. Mon père était comme ça, il m'a transmis ça. Il nous a élevés dans le stress et dans l'angoisse. Il fallait réussir, il fallait être numéro 1, il fallait être les premiers. Il fallait montrer qu'on remercie la France d'avoir fait de nous des Français en 1937. Ils sont venus en France dans les années 30, mes parents. Ils ont attendu le Front populaire, la gauche, Blum, 37 pour être naturalisé. Donc mon père voulait que ses enfants soient des numéros 1. Donc c'était, allez-y. C'est la pression qui vous a rendu angoissé. Alors, votre nom et votre prénom, ce sont les vrais? Oui. Michel Drucker. C'est un nom allemand qui signifie imprimeur? Oui, Der Druckerei, c'est l'imprimerie. Drunken, c'est poussé. Et c'est Der Drucker. Mon papa était d'origine roumaine, de Bukovine, Tchernovitz, qui est maintenant l'Ukraine. Maman était viennoise. Donc, je viens de l'Empire austro-hongrois. Vous êtes né le 12 septembre. 12 septembre. Il y a une date. 1942. Donc, je suis donc un monsieur âgé. Vous êtes né où? En Normandie, à Vire. C'est pas la peine de rappeler que c'est le pays de l'andouille. Donc, 77 ans. On dit de vous que vous êtes le parrain des animateurs de la télé. Est-ce que ça vous gêne, ça vous flatte, ça vous vexe? Non, mais j'aime bien quand j'arrive quelque part, qu'on lance la musique du parrain et qu'on me baise l'anneau, ce que vous n'avez pas fait. Antécédents familiaux, vous êtes le fils d'Abraham Drucker, natif de Davideni en Roumanie, de Lola Scheffler, qui est une juive d'origine viennoise, qui se sont fait naturaliser en 1937 et qui vont s'installer en Normandie. Oui. Votre père a été résistant, il a été fait prisonnier de 42 à 44. À Compiègne et à Drancy. Quand il est revenu, j'avais 1 an. C'est à lui que vous deviez cette envie d'être médecin? Oui.
Mais vraiment, j'ai une relation passionnelle avec votre métier. C'est vrai que vous l'accompagnez partout à l'époque, quand Oui. vous avez eu l'âge de l'accompagner, y compris pour voir Oh des là là, accouchements. moi j'assistais à mon premier accouchement, j'avais 13 ans, dans une ferme. Et j'étais derrière une dame et mon père lui disait « tu lui dis pousser ». Voilà. À l'époque, on accouchait dans les fermes. On n'accouchait pas à la maternité. Et le vétérinaire était presque plus important que le médecin. Donc j'ai grandi dans ces campagnes de Basse-Normandie, du bocage normand. Et dès que je rentrais de l'école, même quand j'avais pas de bonnes notes, il m'embarquait avec lui faire les visites. Il était de garde tout le temps, mon père. Et j'adorais ça. Pourquoi il vous embarquait? C'était pour que vous passiez plus de temps avec lui ou parce qu'il voulait faire de vous un médecin? Moi, je pense que je m'en suis aperçu plus tard qu'il aurait sans doute souhaité que ce soit moi le médecin et pas mon frère Jacques, qui lui est un grand médecin aussi, qui est professeur de santé publique, mais il était désespéré parce que je ne m'intéressais pas aux études. Vous étiez un cancre même. Oui, un cancre. Mais j'ai beaucoup regretté ça. Et je regrette beaucoup aujourd'hui de ne pas avoir fait d'études. Ça me manque beaucoup. Bon, les autodidactes, c'est pas simple. L'autodidacte est obligé de se fabriquer ses propres prothèses pour essayer de combler les manques. Et comme tout autodidacte qui n'ont pas fait d'études, ben, j'ai beaucoup de manques. Vous êtes complexé par un manque de quoi? De culture? Sûrement pas, Moi, parce qu'avec tous les gens que vous avez reçus pendant des années, la Oui, culture, vous l'avez. mais j'ai un grand stress de ne pas avoir lu ce que j'aurais dû lire quand on a l'âge de le lire. Moi, je suis revenu, j'allais dire, aux études, entre guillemets, à l'écrit, grâce à la télévision. Moi, tout ce que j'ai pas lu, j'ai d'abord vu. Hein, c'est en voyant Henri Fonda dans Les raisins de la colère que j'ai lu Steinbeck. Et c'est en voyant Les Misérables que j'ai lu Victor Hugo, et Germinal ou Gervaise que j'ai lu Zola. Donc moi, c'était l'inverse. C'est la télé qui m'a ramené ce que j'aurais dû lire avant. Mais quand je reçois un écrivain, quand je reçois un scientifique, je suis terrifié la veille à l'idée de ne pas avoir bien potassé mon sujet. Donc moi, je suis obligé de travailler beaucoup plus que les autres, même pour donner l'impression d'une grande facilité, alors que j'accouche dans la douleur, même si ça ne se voit pas. Il y a une question qui est intrigante quand même. Vous n'avez pas déçu vos parents de ne pas vouloir faire sténo-dactylo? C'est un truc surréaliste, ça. Mon père en avait tellement marre, il m'a envoyé voir un psy. Vous aviez quel âge? J'avais 12 ans. Dans les années 50-55, aller voir un psy, c'était assez nouveau quand même. Hein. Donc j'étais terrorisé. Moi, la dame me faisait faire des tâches, je ne comprenais rien, elle m'a regardé. Et la sanction a été rapide, inapte à tout effort intellectuel, orienté immédiatement vers une profession manuelle. Et mon père, qui était un caractériel, qui n'a aucune patience, il a dit à ma mère, ben voilà, on aura un de nos fils qui sera un peu à part. Mais il m'a regardé comme si j'étais un léger débile mental quand même. Et là, il s'est précipité sur le dictionnaire des métiers. Bon, alors, un métier manuel. Bon, non. Marin. Ah, marin. Marin, direction Brest. Et je me suis dit, je vais me barrer, je vais être tranquille. Et là, je me suis aperçu que j'avais le mal de mer. Donc, pas marin. Pas marin. Et voilà, donc, c'est vrai que mon père était assez désespéré que je n'imprime rien. J'ai commencé à vouloir vraiment bosser quand je suis rentré à la télé à l'âge de 20 ans. Et là, j'ai pas arrêté. Si on reste avec vos parents, c'est vrai que ce sont eux qui vous ont aidé à ne pas péter les plombs? Ah oui. Ah oui, oh là là. Moi, quand j'ai commencé à faire de la télé, mon père avait tendance à dire, bon, rase les murs, hein, rase les murs. J'étais reporter sportif. Un jour, il est venu à Paris me surprendre à la rédaction sportive. J'étais l'assistant de Couder, de Chapat, de Zitrone, de Thierry Roland, de tous ceux que vous connaissez. Et mon père, quand je l'ai accompagné à Gare Montparnasse, il me dit « Et en semaine, tu fais quoi ?» Parce que le sport, c'était le week-end. Et quand j'ai commencé à réussir, un jour, il m'a envoyé un mot. Il avait accouché une dame de la maternité qui était une fan de moi, qui avait ma tête sur un magazine de télévision sur la table de nuit. Et elle lui a demandé « J'aimerais une photo de votre fils ». Donc, il m'a appelé le dimanche soir. Il m'a dit « Ce serait gentil que tu envoies une photo à une dame. » Voilà, en plus, elle s'appelle Michel. Dimanche soir. Mercredi soir, coup de téléphone de mon père. Pour qui tu te prends? La photo de la dame, elle est où? Et tu m'as dit ça dimanche, papa? Oui, on est mercredi. Donc, mon père était extrêmement rigoureux. Et il n'a pas arrêté de me dire, tu sais combien gagne une infirmière? Tu sais ce que Votre mère aussi vous a dit ça? Oui, absolument. Vous avez parlé de votre frère, Jacques, hein, qui est médecin. Oui. Vous avez eu un autre frère, Jean, qui était président de chaîne et qui est décédé en 2003 d'une crise cardiaque. Et vous dites que cette disparition a été votre premier drame. Ça reste un drame épouvantable. D'autant que mon frère est mort dans des conditions effrayantes. Vous savez ça, Michel, il y a très peu d'exemples où on meurt d'une crise d'asthme. Il doit y avoir 2000 cas par an en France, ce qui est rien.
Ça se termine par un arrêt du cœur. Il a fait une crise d'asthme très violente en Provence. À côté de chez moi, on était voisins. Et il nous a quittés de façon dramatique le week-end où on allait s'associer. Et c'était le rêve de mon père. Mon père voulait que sur la plaque, comme une plaque de médecin, Jean et Michel Drucker, conseillers en télévision, peu importe. On allait s'associer tous les deux. Il avait fait le tour de tout ça. Il avait quitté M6 dans des conditions un poil douloureuses. Et s'il avait vécu, ben, il y aurait Jean et Michel Drucker, peut-être à la tête d'une chaîne ou d'un groupe audiovisuel. Donc sa disparition est une tragédie. Le mot est pas trop fort. Est-ce que ça a augmenté votre hypocondrie? Quand Jean est parti, ben, c'est l'aîné qui est parti. Donc je suis monté d'un cran. Donc maintenant, un peu, je suis le patriarche, un peu le chef de famille. Mais c'est vrai que ça a augmenté mon inquiétude, ça c'est clair. Alors vous avez une fille quasi adoptive, hein, Stéphanie, la fille de Dany. Je la considère comme ma fille. Et C'est la fille de Maurice Jarre et la sœur de Jean-Michel Jarre. vous l'élevez depuis ses 5 ans. Une nièce, Léa Drucker, Oui. comédienne, fille de Jacques César, la meilleure actrice. César, excellente comédienne. Une nièce qu'on connaît un peu, Marie Drucker. qui On est appartient à fille- la même maison. Vous n'avez jamais regretté de ne pas avoir d'enfant? Non, parce que la petite Stéphanie, elle avait 5 ans, elle m'a aimé tout de suite. Moi, j'étais dans un trip de fou, une carrière à réussir, etc. J'aurais peut-être été le père qu'il fallait à cette époque-là. J'étais un peu immature. Puis le temps est passé. Et puis voilà, mais bon, c'est la mienne. Hein. C'est la mienne. Et j'ai une autre aussi, une petite cambodgienne, qui a fait partie de ma vie, entre parenthèses, que j'ai adoptée, que j'ai recueillie pendant 10 ans. Et voilà, donc je suis très, très content comme ça. Votre taille, 1m74. le poids, 72 kilos, 185. C'est ce matin. ce matin, parce que vous pesez tous les jours. Et en plus, Matin et soir. Matin et soir. Et il paraît que votre poids n'a pas changé depuis vos 18 ans. Non. Ce qui est un truc de dingue quand même. Ah oui, mais... Tiens, mais c'est vrai, ça fait 60 ans que vous ne... Ouais, n'êtes j'ai à pas... peu près ce poids-là. D'accord. Et vous vous pesez tous les matins, mais après votre séance d'abdos. Oui, mais tous les soirs aussi. Pourquoi faire le soir? Comme ça. Non, ça m'amuse de savoir ce que ça pèse. Un dîner en fin de journée Ouais. peut peser. Vous avez le titre sans doute du plus grand hypocondriaque du monde. Vous consacrez, vous avez déclaré 35% de votre vie à votre santé. Ah oui, un peu plus même maintenant. Plus que ça? Ah oui, parce que... Vous travaillez quand même un peu. Non, mais je fais tout en même temps. C'est-à-dire, je peux lire un livre et prendre ma tension en même temps. Et je suis ravi quand c'est entre 12,5 et 13,2. Mais il paraît que pour avoir la bonne moyenne de la tension, il faut la prendre pendant 3 jours de suite, 3 fois de suite, hein, Ouais. sans arrêt. Et allongé. Et allongé. Et ensuite, on fait la moyenne. Tout à fait. Et en fait, la tension peut augmenter. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la bouse blanche. Quand vous allez chez le médecin, le simple fait de voir un médecin, le simple fait d'avoir la tension prise par le médecin fait monter d'un Mais- ou 2 points mais la tension. Génie s'en est pas rendu compte, mais dans la salle d'attente, avant que vous me receviez, ma tension est montée. Parce que vous avez pris votre tension? Je l'ai senti. Vous avez senti? J'ai pris mon pouls. Ouais. Donc Et- quand le pouls bat un peu plus fort, vous sentez que la tension est élevée. Ouais. Euh, Et pourquoi vous me regardez comme un grand malade? Non. Alors, si je fais un bilan sanguin tous les 2 mois, un test d'effort tous les trimestres, un Doppler tous les ans, une fibrocoloscopie tous les 3 ans, il y a une bonne mutuelle à France Télé ou Non, mais je creuse pas le trou de la Sécu. C'est avec mes économies. D'accord. J'ai même fait une coronographie. Une j'ai mis une Pepacad. radio des artères coronaires qui irriguent le cœur. coronaires. D'ailleurs, j'ai une petite inquiétude. Vous avez une inquiétude Oui, en vous regardant. sur moi? Oui. Vous êtes sûr que tout va bien? Avant que vous me parliez, oui. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas, j'aimerais bien vous examiner. Alors, si c'est la prostate, c'est non. Non, mais Michel, c'est mon rêve. De m'examiner? Ouais. Ah, d'accord. Mademoiselle Génie est complice. Docteur Michel Drucker, clinique... Ah oui, clinique Gabriel, bravo. Docteur. Et Michel, si vous voulez bien vous asseoir sur la chaise. s'il vous Oui, plaît. ah d'accord. Merci, mademoiselle Génie. Je mets là-dessus? Oui, tout à Très fait. bien. Oh, bah alors. Mais soyez détendu, Michel. Et moi, je suis avec Isia. Oh là là! Ça fait un bruit d'enfer là-dedans. Vous êtes nerveux, Michel? Pas du tout. Voilà.
Juste derrière un petit peu, là. Ouais. Tousser pour voir. Non, il y a une usine à gaz là-dedans, c'est pas Oui. possible. Non, c'est un peu plus bas l'usine à gaz. Là. Oh, Si d'accord. vous voulez, c'est... Vas-y. Oh non. Attention, Izzy. Non, j'ai beaucoup de... Ouais. J'ai des réflexes. Et là, pas de ganglion, rien. Non. Tirer la langue. Un peu chargé. Ouais. Allez. Et le pouls, théoriquement, il est bon. Hein. D'habitude, vous êtes à combien? 65? 60. Mais non, mais là, je suis un peu stressé par vous, docteur. Là, j'ai l'effet blouse blanche, là. Puis en plus, je suis en train de regarder Zénith. Et 82, 83, Ça va. 84. Merci, Michel. Merci, docteur. Merci. Ah, il est trop fort, ce Michel Drucker. Ah oui. Ça vous fait quoi de porter une blouse blanche? Ah, ça, c'est stimulant. Dites-moi, vous êtes fort parce que vous arrivez à retourner quand même une consultation comme si moi j'étais sur le truc. Mais on va ça, vous m'aurez plus, Michel. Mais Non, laissez-moi poser des questions. Alors, le secret de votre forme se résume en 3 points, la diététique, le sport et les examens médicaux, c'est ça? et le travail. Et le travail. Vous faites attention à votre alimentation, en dehors du fait que le soir vous vous pesez pour savoir si vous avez trop mangé. Non, mais moi, alors ça, mon problème, c'est que je mange toujours la même chose. 4 fois par semaine, une salade d'endives, car j'adore les endives, les chicons, comme disent les Belges. J'adore les endives au jambon, les endives à l'eau, les endives grillées, les endives en salade. Et puis, donc, je peux manger que ça. Je mange très, très légèrement. Ah, vous êtes monodiète. Oui, je mange très, très peu de viande, du poisson. Cela dit, c'est peut-être votre père qui vous a aidé aussi pas trop aimer manger gras, parce que votre père, il disait, quand il y avait une côte de bœuf saignante qui arrivait, il dit, tiens, voilà un cancer du côlon. Ah oui. Vous aimez pas la bouffe? Je reste pas très longtemps à table. Et j'ai découvert le vin grâce à Jean-Pierre Coff sur le tard. Parce que j'ai fait un coma éthylique à 8 ans. Oui, parce que vous vidiez tous les verres lors d'une soirée Vous chez êtes bien vos renseigné. parents. Un soir où mes parents avaient un dîner, j'ai vidé tous les verres qu'il y avait, le calvados, le cidre bouché, le champagne, le gras. J'avais 8 ans, je ne me suis pas réveillé, je suis resté dans le cirage pendant 3 jours. Ça m'a guéri de l'alcool pendant 40 ans. Je comprends. Et en plus, je vais vous dire pourquoi j'avais peur de l'alcool. Parce que, vous savez ça sans doute, vous savez quel est l'endroit au monde où il y a le plus de cancer de l'œsophage? C'est dans le bocage normand, à cause du calva, statistiquement. Et mon père a soigné beaucoup de cancers de l'œsophage à cette époque-là, parce qu'on mettait du calva dans le biberon. Pour que les enfants dorment. Voilà. Vous vous faites plaisir de temps en temps quand même un peu Oui, je travaille. C'est mon grand plaisir. On va reparler du Canapé rouge, ce livre illustré paru chez Michel Lafon qui rassemble les caricatures des invités de l'émission, hein, François Hollande, Laurent Gérard, Danny Boone, Patrick Bruel. Alors vous allez me répondre à un mini quiz justement à propos de vos invités sur le Canapé rouge. Quel est l'invité que vous avez le plus reçu? Je crois que ce sont 2 humoristes, c'est Danny Boone et Laurent Gérard. L'invité que vous avez le plus aimé? Jean Ferrat. Ouais, c'était un copain, j'étais près de lui jusqu'à la fin de sa vie. Et j'aimais beaucoup Jean. Voilà. Et ses chansons m'ont toujours bouleversé. L'invité qui vous fait le plus rire? Il y en a plusieurs, mais je veux dire que Lucchini, je passe des bons moments avec lui. Ouais. À chaque fois qu'il est là, vous riez tellement que vous n'arrivez plus à l'interviewer, en fait. Or, il part en vrille, il est capable de passer de Roland Barthes, de La Fontaine, de Nietzsche et de Céline et de chanter « Laisse mes mains sur tes hanches » avec Salvatore Adamo. Ouais. Ou d'imiter Johnny. L'invité qui vous manque le plus? Thierry Le Luron et Coluche. Celui qui vous a le plus étonné? Jean-Paul Belmondo, pour ses 80 ans. Si je dois laisser une émission un jour quand je serai plus là, c'est les 80 ans de Jean-Paul. C'est pas si vieux, il y a 5-6 ans. Il y avait tout le monde. Il y avait tous ses copains du conservatoire. Et puis à la fin, il y avait Stella, qu'on a vue il n'y a pas tellement longtemps à la une des magazines. Sa fille, qu'il a eue sur le tard, et qui est le grand amour de sa vie. Et c'était magnifique, parce que en 2 heures, j'ai vu défiler 56 ans de ma carrière. Tout gros. L'invité qui vous a le plus fait pleurer? Il y en a un qui m'a fait pleurer, j'ai pas pu retenir un peu mon émotion, c'est Johnny. Le lendemain de sa mort, on m'a demandé de faire sa nécro. Je suis resté tout seul pendant 2 heures, presque dans l'impro total, avec mes souvenirs avec lui. Et je dois dire que j'ai été très secoué au moment de lui dire au revoir. Parce que Johnny,
J'ai eu des souvenirs formidables avec lui. Il m'a laissé un texto avant de mourir qui était assez extraordinaire. D'abord, il m'avait dit tu vas faire ma nécro. Hein. J'ai dit oui, d'accord. On n'arrêtait pas de déconner. Il avait déjà son truc au poumon et il en plaisantait de temps en temps. Et puis, il m'a envoyé un texto en disant tu sais, j'ai été jeune si longtemps que je ne me suis pas vu vieillir. C'est beau. C'est magnifique. L'invité que vous avez regretté d'inviter. Paul Hogan. Paul Crocodile Dundee. Ah. Le cow-boy Ouais. du butch australien, Crocodile Dundee, qui était une espèce de Indiana Jones à l'australienne, un succès considérable dans le monde entier. Et figurez-vous que il est arrivé, j'étais tellement fier qu'il vienne, on parlait que de lui, de Paul Hogan. Et puis, décalage horaire, il passe pas à l'hôtel, et on l'amène sur le plateau, tout ça. Et j'ai pas terminé ma première question, qui s'est endormi. Et qu'il a dormi presque 20 minutes. Et à la fin, alors moi j'ai continué à faire comme s'il me répondait avec la régie, tout le monde se marrait, et lui il dormait avec son chapeau de cow-boy profondément. Puis à la fin il s'est réveillé, thank you. C'est l'interview la plus rapide de l'histoire. Alors, il y a Vivement Dimanche, mais il y a aussi votre deuxième vie qui a démarré il y a quelques années, qui se prolonge, hein, qui a démarré Ouais. sur scène, en vrai, avec un nouveau spectacle intitulé De vous à moi, dont la tournée commence à partir de janvier. Vous racontez vos souvenirs sur scène. Je ne pense pas que vous ayez le trac encore aujourd'hui quand vous invitez vos invités sur le canapé rouge, mais bon, il y a une petite tension, une petite décharge d'adrénaline, ce qui est normal. Mais est-ce que quand vous montez sur scène, là, c'est le vrai trac ? Je voulais savoir. J'ai attendu tellement longtemps. En fait, c'est Lucchini. Il me dit, dis donc, Carteret, t'es complètement fêlé, tu te prends pour Sarah Bernard. Tu vas aller sur scène. Es-tu sûr d'avoir une autonomie suffisante en position verticale? Toi qui es assis sur un canapé de vieux depuis 25 ans, méfie-toi Drucker. J'ai dit, écoute, Fabrice, je veux savoir ce que vous ressentez. Je veux traverser le miroir. Même si ça ne marche pas, je veux savoir ce que c'est. Donc il m'a dit, mais t'es fou. Tu vas te faire flinguer par tes copains. Qu'est-ce qui vient manger dans notre gamelle? Tu vas te faire démolir par la critique et il n'y aura personne dans la salle. Un bon truc pour vous mettre le moral. Je suis allé sur scène. Il dit, je vais te faire la première demi-heure du spectacle et rends-moi service par amitié. Je connais Fabrice depuis tellement longtemps. Au bout de 5 minutes, tu me dis. Il me dit, mais t'es complètement fou. T'as pas de décor, t'as pas de lumière, t'as pas de micro, t'as pas de public. Et j'ai commencé. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Il m'arrête pas, une demi-heure. Puis après, je me suis arrêté moi-même parce qu'il y a son public qui l'attendait derrière la vitre. Et il m'a dit, pourquoi tu l'as pas fait avant? Tu vas jouer 20 ans. C'est lui, Laurent Gérard et Ruquier, surtout Laurent Ruquier, qui m'ont dit, vas-y. Même s'il y a 200 personnes, 100 personnes dans la salle, au moins tu sauras ce que c'est. Bien sûr. Et j'ai joué 130 dates et j'ai terminé à Tel Aviv devant 1200 personnes. Et je remets ça là, à la fin janvier. Vous savez qu'il y a un secret médical qui m'oblige à ne pas divulguer des choses que je peux savoir sur vous. En revanche, j'ai des confrères spécialistes qui, eux, s'en foutent complètement du secret. D'ailleurs, on appelle ça le secret amical. Regardez. On a tous un grand malade qui sommeille en nous. On va se faire chier! Parlez sans bouger les lèvres. Sauf... Ce soir, nous avons décidé de nous pencher sur le cas de Michel Drucker, C'est quand ça va être dans la presse. grâce à l'aide de 3 experts qui ont accepté de percer le secret amical de notre patient. C'est un événement. Premier constat, sans surprise, Michel Drucker est atteint d'une forme rare de longévité. C'est un psychopathe de l'avenir. Il est à 100 à l'heure. Michel Drucker vous parle dans 2 ans. Il faut que j'aille travailler quand même. Il ne veut pas être dépassé. C'est sans doute pour ça qu'il a une hygiène de vie exceptionnelle. Ah, parfois, avant les tournages, il va dans sa petite boîte prendre 3 amandes. Wouhou, c'est festif. Il est hyper sportif. Il kiffe vraiment le vélo. Je me prépare pour être en forme. Je pense qu'il est plus fit que moi. Si vous cognez toc 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 sur son bras, c'est du bois, quoi. C'est musclé. C'est le plus jeune d'entre nous, Michel Drucker. Vous êtes dans le turfu, Michel. Selon nos spécialistes, c'est cette longévite, également connue sous le nom de syndrome du turfu, qui a déclenché chez notre patient une sévère pharmacomanie. Alors, on sait tous que Michel Drucker est très hypochondriaque, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il l'est aussi pour les autres. Pas mal de gens du showbiz l'appellent la pharmacie
Parce que donc, il lui téléphone et il a toujours un médecin à conseiller, une pilule, un machin, un truc. J'ai du sirop au miel pour Julie. Je me demande même s'il lance Armstrong à un moment pour faire des meilleures performances, il n'a pas appelé Michel. Ce qui est drôle, c'est que si un jour vous avez un problème, non seulement il va vous donner le numéro du rendez-vous avec le grand ORL, le spécialiste, Je préfère quand même prévenir. il va vous appeler le jour même où vous avez rendez-vous pour vous rappeler que vous avez rendez-vous ce jour-là à 14h, mais surtout 2 ans, 3 ans après, alors qu'évidemment, vous, votre laryngite, c'est fini, on n'en parle plus. Il va continuer à vous dire, au fait, comment il va ton rhume, comment elle va ta laryngite. J'ai toujours voulu faire ça. Moi, tous les textos qu'il m'envoie terminent par Dr Drucker. Mais ce que nous avons découvert au cours de notre diagnostic, c'est qu'au fil du temps, Michel Drucker semble avoir également attrapé une généalogrippe. Il veut absolument connaître votre famille. Et qu'est-ce qu'il fait, votre mari? D'ailleurs, si vous présentez quelqu'un à Michel Drucker, une des premières choses qu'il va lui dire, c'est vas-y, c'est quoi le numéro de ta mère? Il l'appelle. Vous avez des enfants, m'avez-vous dit, hein? Moi, ma mère, il l'a vu une fois, mais à chaque fois, c'est comment va ta mère? T'as l'impression que tu parles à un pote qui te prend des nouvelles, quoi. Et les parents, évidemment, ils se liquéfient quand ils ont Michel Drucker, quand il dit c'est Michel, et que les gens disent Michel Drucker. On sent qu'ils jubilent un petit peu. Alors Michel, ça se soigne? C'est quoi cette obsession de la généalogie des gens que vous Ah, moi connaissez? j'adore. Il n'y a pas une vedette du métier dont je ne connaisse pas les parents. J'ai interviewé les parents de Sarkozy, je connais la maman de Bispo, je connais la maman de Kev Adams, je connais la maman de Danny Boone, je sais d'où ils viennent. C'est fou ce qu'on apprend sur les gens quand on connaît leur famille. Vous parliez de chasse aux vieux tout à l'heure à la télévision, averti par Lucchini. Vous vous sentez concerné? Moi, j'ai écrit dans mon dernier bouquin, vieillir, oui, devenir vieux, c'est pas la même chose. Et puis moi, j'ai pris une décision il y a très longtemps sur les conseils de Raymond DeVos. J'ai arrêté de vieillir. Un jour, je fais du vélo dans la vallée de Chevreuse, je sonne à la porte de Raymond DeVos. Raymond avec un nez rouge en train de répéter avec son ventre et ses cheveux en bataille. Et je dis, Raymond, quelle pêche vous avez? Il me dit, mais t'es pas au courant? Il me dit pas que t'es pas au courant, Michel. J'ai arrêté de vieillir. Il n'y a pas que l'alcool, le tabac, j'ai tout arrêté, les gars. Bon, il y a une dizaine d'années. Je ne te dis pas que de temps en temps, à l'abri des regards, je ne prends pas un petit coup de vieux. Hein. C'est quoi, une semaine, un an? Je veux pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à mon cousin Marcel. Marcel m'avait dit, le jour où tu arrêtes de vieillir, Raymond, je m'arrête avec toi. Marcel, aucune volonté. Il a continué à bouffer, il a continué à picoler, et surtout, il a continué à vieillir. Chaque année, il prenait un an. Ben, c'est ce qui est arrivé, il est mort. Alors ça, c'est un sketch de Raymond DeVos que j'ai fait mien. Et c'est vrai que vieillir, c'est une chose, mais devenir vieux, c'est pas la même chose. Et c'est un sketch qui ne répond pas à la question que je vous ai posée. Est-ce que vous essayez, mais j'ai bien compris votre stratégie, Michel. Est-ce que vous vous sentez concerné par la chasse aux vieux du PAF? Non, plus maintenant. J'ai eu une crise de parano pendant 2 ans. Et puis quand on a commencé à diminuer mon temps d'antenne, là, je me suis dit, mon petit gars, tu as 55 heures de vol dans les pattes, il faut que tu te barres. Et mon entourage avait tendance à le penser. Partir avant qu'on vous zappe. Alors à l'époque, c'est vrai, on disait, oui, les hommes blancs de plus de 50 ans. Mais moi, je me suis trouvé hors catégorie, puisque je suis le seul homme blanc de plus de 75 ans dans le paysage. Donc je suis hors Ça, c'est concours. sûr. Et donc, finalement, c'est passé. Cela dit, on va vérifier hein, quand même que vous êtes aussi jeune que vous le dites, avec un petit test, si vous voulez bien. Mademoiselle Génie, J'arrive. venez, suivez-nous. Voilà. Est-ce que c'est à la bonne hauteur? Vous pouvez monter. Puis ici, maintenant. Ah là 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 là. Voilà. Bon. Ça va? Alors, le principe, c'est que vous allez pédaler. Vous ne faites pas monter trop, hein. Non, ben non, mais attendez, vous m'avez examiné tout à l'heure, donc je prendrai votre pouls de temps en temps. Et je vais vous poser des questions à la façon jeune. Je suis sûr que je vais kiffer ça. Eh ben alors justement, vous êtes à quel niveau sur l'échelle du kiff, là? Voilà, je suis au taquet du kiff. Là. Vous avez fait quoi comme truc de ouf récemment? Je me suis posé pratiquement sans visibilité chez mon ami Cabrol, avec 300 pieds de visibilité, donc les spécialistes apprécieront, pour montrer la fiabilité de l'avion. J'ai découvert la piste au dernier moment. Ah ouais, Ah, j'étais fier. 900 mètres, quoi, à peu près. Qu'est-ce qui déchire dans votre life, Michel? Ma famille, mes amis, ça déchire. Bon, là, ça y est, vous êtes chaud ou pas? Ça va? Allez, on accélère. Ouais, un petit peu. Voilà. Je peux resserrer un peu. Non, mais Non, pas mettez trop. pas trop de résistance, mais allez, on fait tout. On mouline, comme on dit Mouline. dans la pédale. Et qu'est-ce qui vous fait bader?
Ça veut dire quoi sans... Ah, allez mal. Bandé. Non. Non, j'étais resté, c'est ce qu'il vous dit. Badé. Badé, pas. Sinon, si ça avait été, s'il y avait un Avec vous, on N. sait jamais. Alors, Mais pas du tout. S'il y avait un N, je l'aurais prononcé différemment, mademoiselle Génie. C'était quoi la question, Vous êtes Michel? obsédé ou quoi? Non, mais j'essaie de travailler avec vous, hein, on Ça le vient. dépend. C'était hein. quoi la question? Qu'est-ce qui vous fait bader? C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Badé. Badé, ça veut dire bad, ça veut dire aller mal. Qu'est-ce qui vous fait sombrer dans le désespoir? Les vacances. Ah oui? Ah ouais, supportez pas les vacances? Mais je m'emmerde. D'accord. Enfin, je m'emmerde. Il faut que je remplisse l'espace. Vos audiences, ça va? C'est GG? C'est cool. C'est GG. Vous savez ce que c'est, GG? GG, ça veut dire Good game. good game, c'est ça. Cool. Bah oui, ça va. Il n'y a pas tellement longtemps, on a fait 1,5 million le dimanche après-midi, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Ouais. Quand on fait un score à 2 chiffres le dimanche après-midi, on est content. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des yeux? Et des vieux. Ouais. Ah, des vieux, bah oui. Moi, je leur dis, restez le plus longtemps possible, même si ça se régénère, car vous êtes mon fonds de commerce. Bah oui. D'ailleurs, c'est quand qu'on est yeuve pour vous? Et on est yeuf quand on n'a plus d'envie. Vous parlez beaucoup de votre daron, c'était un gars sûr? Ah bah oui, c'était une belle personne. Il vous manque de ouf? Oui. De fou. Oui, de ouf, j'ai compris, de ouf. Et la daronne, elle était fière sa race ou pas? La daronne, c'est-à-dire ma mère. Ouais. Bah oui. Ma rhum, ouais, je crois qu'elle était fière. Elle kiffait sa race. Voilà. Ouais, ouais. Et niveau meuf, J'ai passé l'âge de péremption à mon âge. elle va bien votre go? Oui, ça va, tout va Ouais. bien. Votre go. Votre go, c'est sa fiancée, sa femme. Ah, bon. Bah oui. Sinon, vous êtes plutôt sur WhatsApp ou sur Snap? Ni l'un ni l'autre. D'accord. Sur mon vélo. C'est votre topo, Maître Gims? Enfin, Gibbs maintenant. Oh, j'aime bien Maître Gims. En tout cas, il vient régulièrement nous voir. On accélère. On accélère. Et vous savez, les jeunes, j'ai de bons rapports avec eux. Par exemple, le frère d'Angèle, qui est un rappeur belge très très drôle, qui s'appelle Roméo Elvis, eh ben, il est fan de moi. Oh. Vous la trouvez fraîche, Angèle? Ah, elle est ravissante. On se fait un selfie pour la team France 2? Oui. Tiens, allez, ça vous dirait de venir avec nous Bah sur un oui. selfie? Venez, Venez, Jenny. venez, venez. Voilà. Attention. Et voilà, c'est bon. Merci, Monsieur Drucker. Merci. Ah, Bon, Michel. Il veut continuer. Michel, je viens de commencer seulement. Ouais, ouais. Bon, je confirme que vous êtes en super forme. Hein. Ça vous inquiète pas, en tant qu'hypocondriaque, que vous alliez bien? Non, mais j'étais persuadé que j'allais sortir de cette émission. Plus malade qu'en rentrant. Ouais, avec une Ouais. pathologie que je ne connaissais pas. Eh ben non, en revanche, vous allez sortir avec une trousse de secours. Comme on a dit que vous étiez le plus grand hypochondriaque de France, ben, je vous ai mis, en fait, tous les médicaments que j'ai trouvés. Alors, ça va être super pour votre trousse à la maison. Je salive d'avance. Même une antiménopause. Oui. On sait jamais. Je ne l'avais pas, celui-là. Ça va, madame. Et Vous pouvez la déposer. c'est quand même très drôle de vous parler de ménopause alors que vous êtes le seul à avoir des règles hein, dans ce milieu. De conduite, hein, j'entends, bien évidemment. Merci. Je vais quand même rappeler le canapé rouge, Michel Drucker, Emmanuel Chonu, chez Michel Lafon. Et puis, je rappelle que vous remontez sur scène pour votre nouveau one-man show de Vous à moi en tournée dans toute la France à partir du mois de janvier.